Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Décryptes Info. Toutes mes excuses parce que ça fait quand même plusieurs jours que vous n'avez pas eu droit à un magazine de décryptage. Eh bien, c'est seulement parce qu'on était en train de travailler au fin d'avoir des conditions acceptables de travail et vous offrir un travail de qualité. Désormais, c'est dans ces conditions que vous allez désormais commencer à nous suivre. Nous avons pu, avec l'aide de certains d'entre vous, avoir un studio, des bureaux confortables pour le travail. Les travaux ne sont pas encore terminés, nous continuons à faire les travaux. L'objectif est simple, c'est de pouvoir aménager un cadre qui répond valablement aux conditions du travail de bonne qualité pour vous servir. Je continue à vous dire merci pour l'intérêt que vous continuez à porter sur les émissions que nous faisons. Je me rends compte que les abonnements se poursuivent. Vous continuez à aimer nos vidéos, à les liker comme on dit. N'hésitez pas à continuer à partager et surtout aussi à nous appeler pour nous faire des remarques. Parce que je vous ai toujours dit que nous croyons que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Décryptage info, comme je l'ai dit, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité politique, mais aussi sociale. Nous les mettons sur la table pour en débattre, tout en vous expliquant que ce que nous disons n'est pas une parole d'évangile. Nous exposons nos arguments aux intempéries de vos critiques et nous attendons des critiques et de remarques de votre part parce que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais plutôt pour vous. L'actualité politique en RDC reste dominée par la condamnation de M. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une réflexion autour de cet homme. En réalité, lorsque vous suivez l'histoire de Vital Kamerhe, l'on se rend compte, c'est d'ailleurs le titre de ces décrits, la chronologie ou la chronique d'une chute que peu ont vu venir. Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans plus tôt pour les détournements, à 10 ans pour la corruption, mais évidemment, on va prendre la peine la plus élevée pour lui infliger, c'est la peine de 20 ans. Donc, il doit faire 20 ans de prison. Ses avocats ont annoncé qu'ils vont faire appel. J'ai même suivi Maître Kabengela dire qu'ils vont aller en appel. S'ils tombent au niveau de l'appel, ils vont aller devant la Cour suprême de justice. S'ils tombent devant la Cour suprême de justice, ils vont même envisager de saisir les juridictions internationales au fin d'obtenir ce que lui appelle réparation ou plutôt l'acquittement de M. Vital Kamerhe. Donc, Kamerhe a été condamné à 20 ans. Évidemment, humainement parlant, même si les hommes politiques en RDC ont perdu l'essence de l'humanisme, lorsqu'on est humain et que devant une peine aussi lourde, j'ai senti un peu mes tripes, je parle d'humain que je suis, bouger. Une compassion, une tristesse de se dire, voici comment cet homme termine sa course, comment il termine sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, on doit le savoir, Vital Kamerhe doit avoir entre 61 ans et 62 ans. Si la peine était maintenue et qu'il n'y avait aucune grâce présidentielle en faveur de M. Kamerhe, il sortira de prison à 82 ans. Déjà à 82 ans, c'est un vieux. Et en plus, au-delà des 82 ans, dans sa condamnation, le tribunal dit que Vital écope également de 10 ans d'inéligibilité après sa sortie de prison. Donc en réalité, Vital peut envisager d'exercer une activité politique ou même occuper une fonction étatique après 10 ans. Donc il aura 92 ans. Est-ce que ça sera possible? Visiblement, si les choses restent en l'état, la carrière politique de M. Vital Kamerhe est complètement finie. Lorsqu'on est un peu humain et qu'on voit ça, on se dit, oh que c'est triste. Oh que c'est triste, cet homme qui à un moment donné a porté les espoirs d'une certaine catégorie de la population. Parce que Vital, c'est quand même parmi les poids lourds de l'histoire, pas de l'histoire politique, mais de la scène politique aujourd'hui en RDC. Il y a des gens qui croient en lui. Il y a des gens qui croient en son combat. L'UNC est un des grands partis politiques dans le pays qui a beaucoup de militants. Lorsqu'on regarde avec ces lunettes-là, on s'est dit, bon Dieu, que c'est triste. C'est triste que cet homme qui, à un moment donné, avait une destinée présidentielle, termine comme ça sa course. Mais cette tristesse s'estompe
s'arrête immédiatement lorsqu'on se rend compte de la réalité et de la méchanceté des hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer, les amis? Je prends seulement le cas de Kamere dans l'affaire des maisons préfabriquées. Monsieur Vital Kamere Lwakamingini Kingi, selon l'instruction, ordonne et obtient la libération, la sortie des fonds. 57 millions de dollars américains, les amis. 57 millions de dollars. De ces 57 millions, l'affaire démontre que seulement 8 millions de dollars ont été dépensés effectivement pour envoyer en Turquie acheter les maisons. Plus de 48 millions de dollars ont pris une destination inconnue. Il faut avoir un peu d'amour pour le pays. Pendant que les gens se partagent plus de 48 millions de dollars américains, j'ai suivi encore le docteur Mouyembe récemment ici sur Top Congo, dire que pour la lutte contre le coronavirus, le Congo n'a pas encore déboursé 2 millions de dollars américains. On nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais pour des coups, pour des copes, Vital était capable de faire sortir 57 millions de dollars américains. Et dans les 57 millions de dollars américains, ils sont allés prendre ça dans la réserve d'échange en devises. Les poumons même, le socle pour le respect du cadrage macroéconomique du pays. Donc ces hommes sont sans cœur, aucun amour, aucun intérêt pour le pays, pour le bien, pour l'intérêt collectif. Seul je mange leur intérêt compte. Lorsque je mets les choses sous ce contexte-là, je me réjouis même que M. Vital Kamere soit condamné. Je parlerai de ça effectivement. Je me dis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bravo, parce que sous ton règne, un directeur de cabinet, non pas le moindre, un allié a été condamné à des peines lourdes, tout en espérant que la justice sera dite et que Vital va purger sa peine. Là, la tristesse, la compassion cède la place à la colère et à la joie de voir ces hommes sans cœur, ces hommes qui nous dirigent, ces hommes qui n'ont d'intérêt que leur intérêt personnel et individuel, finalement répondre devant la justice de leurs actes. On est heureux et on s'est dit, ouf, enfin il nous a pillés et il a été puni. Bravo à la justice. Mais aujourd'hui, je vais aller au-delà du procès parce que le procès, nous avons largement commenté et nous avons tous suivi le procès. Comment un homme, M. Vital Kamere, un homme qui visiblement avait des destinées nationales, un homme qui visiblement était destiné à avoir un avenir radieux sur le plan politique, peut aujourd'hui finir en prison et finir sa course politique en prison. Ça nous amène à lire un peu, à établir un portrait de M. Kamere. Ce qui arrive à M. Vital Kamere, au-delà de tout, c'est comme ça que j'ai dit, la chute que peu ont vu venir. Kamere mérite un peu d'une certaine manière ce qui lui arrive. Je veux le démontrer. L'histoire de M. Kamere, l'histoire politique de M. Kamere démontre d'une certaine manière que psychologiquement, Kamere s'était mis à rêver d'un destin présidentiel, ce qui est d'ailleurs normal. C'est un homme politique, il peut avoir des ambitions, il peut ambitionner un jour de diriger le Congo. Mais dans sa quête et dans sa lutte de diriger le Congo, Vital Kamere s'est montré un peu, à mon point de vue, un homme pressé. Son histoire le démontre. Beaucoup, à un moment donné, considéraient Vital Kamere un peu comme Emmanuel Macron. Mais lui-même pensait avoir un destin à la Lula. D'ailleurs, certains de ses proches l'appelaient le Lula congolais. Parce que Vital Kamere se voyait en président de la République démocratique du Congo. Ce qui est d'ailleurs normal. Je reviens. Dans le cas d'espèce, lorsque vous lisez les correspondances, vous scrutez le comportement de M. Kamere, vous allez vous rendre compte que monsieur dans sa tête avait l'impression qu'il n'était pas un simple directeur de cabinet. Vital Kamere se voyait plus qu'un simple directeur de cabinet. Peut-être que l'histoire politique récente lui donne raison.
Qui est Kamere effectivement dans ce contexte? Pour Vital Kamere, il a l'impression d'être au centre de deux personnes qui, à un moment donné, l'ont utilisé comme un pont au fin de sauver leur situation. Vital Kamere est en quelque sorte, selon les informations, l'artisan principal de cet accord contre nature que beaucoup de Congolais décrivent aujourd'hui entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et M. Joseph Kabila Kabange, président honoraire. Massaro, quand vous suivez son interview, lorsque Vital est interpellé au parquet de Matete, Massaro dit ceci dans son interview. Il dit Félix Abo Sanate Sikatozwa qui. En fait, c'était ça l'état psychologique de Vital Kamere et de ses proches. Ils avaient l'impression d'être des ayants droit. Massaro dit dans cette interview que Félix Abo Sanate Sikatozwa qui est Abo Sanate. Vital se faisait même appeler faiseur de roi. Il se retrouve dans une situation où vous avez deux alliés qui idéologiquement sont opposés parce que l'un sort d'un régime vomi par les Congolais. L'un sort d'un régime qui a détruit les pays, à savoir Joseph Kabila. Et l'autre vient d'un coin radical où le père a lutté contre les antivaleurs pendant 37 ans. Et qui fait les ponts pour le mariage de ces deux hommes, c'est M. Vital Kamere. Vital croyait être au-dessus d'un simple rôle de directeur de cabinet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Vital a l'impression qu'il a donné une survie à Joseph Kabila Kabange. Les amis sont sérieux. On peut tout dire. J'ai entendu les gens de la Mouka dire que le président Félix n'est pas lui, ce n'est pas lui qui dirige le pays, c'est Kabila. Mais Félix, d'une certaine manière, a donné des béquilles à Kabila. Kabila se savait vomi par la population. Kabila réfléchissait sur son avenir, sur la protection de tout ce qu'il a gagné au Congo, sur la protection de sa famille. Et aujourd'hui, avec Félix, Kabila a trouvé des béquilles pour rester encore au Congo. Avec Félix Antoine Tshisekedi, Kabila a reçu la garantie de pouvoir vivre en paix. Regardez ce qui se passe en Angola. Où vous avez un président de la République, Joao Lorenzo, qui a travaillé avec le président sortant, mais qui est entré aujourd'hui avec la justice en train de traquer la famille de son prédécesseur. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, parce que lorsque vous lisez c'est qu'Elisabeth Dos Santos et son mari, Dokolo, ont fait en Angola, vous vous rendez compte que les Africains, on est maudits ou quoi? Donc, on se retrouve dans un contexte où Kabila, au sortir de son mandat, commence à se dire, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce que je deviens? Shadari n'est pas voté par la population. N'est pas voté par la population. Et arriver à imposer Shadari, on expose le pays à l'implosion et on s'expose soi-même à une destruction de tout l'héritage qu'on a construit. Je parle de l'héritage financier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup étaient venus avec des matelas et des bottes en caoutchouc quand ils sont arrivés en 97. Mais au soir et au sortir de leur mandat, aujourd'hui, c'est des millionnaires, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Comment protéger tout ça? Et à ce moment-là, l'alternative, c'est M. Vital Kamere qui vient, qui fait le pont. De l'autre côté, Vital a l'impression que celui qui a fait du président de la République le président de la République. Cette situation psychologique, à mon point de vue, a fait que Vital Kamere oublie ses vraies prérogatives. Lorsque vous suivez Top Congo, M. Kamere dit qu'il est un directeur de cabinet pas comme les autres. C'est d'ailleurs pour ça que Kamere pouvait, de son bureau, ordonner à la Banque centrale de sortir l'argent. Il pouvait écrire au ministre des Finances, lui enjoignant de pouvoir toucher aux réserves en devises. Parce que M. Kamere avait l'impression que
l'attelage de ces deux hommes est entre mes mains. C'est la première des choses. La deuxième des choses, Vital Kamerhe, en réalité, vu son poids, ne pouvait pas être directeur des cabinets. Lisez l'histoire politique du monde. Vous avez un Chirac jeune qui soutient Valéry Giscard d'Estaing. Il n'est pas devenu le directeur des cabinets. Vous avez un François Bayrou qui devient allié de Macron. Il n'est pas devenu directeur des cabinets. En réalité, le poste de directeur des cabinets est un poste administratif. Un politique de la carrure de Vital Kamerhe ne pouvait absolument pas accepter d'être directeur des cabinets. Mais Vital est intelligent, même si le professeur Kalouba a contesté plutôt le concept intelligent selon nous. Vital savait au fait qu'en acceptant le poste de directeur des cabinets, il se comporterait comme un président. Pourquoi? Parce qu'un homme intelligent, Vital a regardé son allié et il s'est rendu compte que son allié n'avait pas autant d'expérience en matière de gestion de la chose publique que lui. Qui est Vital Kamerhe? C'est un homme brillant qui a circulé dans tous les cabinets ministériels. Il a travaillé dans le cabinet de Denis Kaloumé. Il a travaillé avec Mouché Bekwa. Il a travaillé dans plusieurs cabinets. À part ça, Vital Kamerhe a géré la commission des liens avec la MONUSCO, le commissariat, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le commissariat du Congo en lien avec la MONUSCO, la MONUC à cette époque-là. Vital Kamerhe, c'est un ancien ministre de la communication et des médias. Vital Kamerhe, c'est un président, un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un routinier de la gestion des affaires de l'État. Vital connaît c'est quoi un signataire. Vital connaît la chaîne des dépenses. Il connaissait tout ça. Mais à côté de lui, il avait un allié, monsieur le président de la République, qui malheureusement, c'est avec beaucoup de respect que je l'ai dit, n'avait pas autant d'expérience, c'est d'ailleurs la vérité, n'avait pas autant d'expérience dans la gestion des affaires de l'État que lui, Kamerhe. Félix Tshisekedi Tshilombo, vu le combat de son père, a dû aller à l'extérieur et n'a pas géré la chose publique comme Vital Kamerhe. Il n'était pas aussi doigté que Vital Kamerhe en matière de gestion des affaires de l'État. Et Kamerhe avait certainement conscience de ça. Il savait qu'en acceptant le poste de directeur de cabinet, il sera le maître à penser de son chef. C'est comme ça que Vital a accepté à mon point de vue le poste de directeur de cabinet. Vital a également accepté le poste de directeur de cabinet parce qu'il savait qu'à ce moment-là, au sortir des élections présidentielles, avec tous les troubles qu'il aura, il aura un mot à dire. Parce que l'objectif, non seulement est de se comporter, de comprendre la présidence, mais aussi et surtout de se faire une santé financière. Tout le monde le sait. Qu'après son départ de l'Assemblée nationale, M. Kamerhe a quand même vécu des moments difficiles. Financièrement, l'empire Kamerhe n'était pas aussi costaud qu'il était avant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait absolument être à un endroit où on peut se refaire une santé. Et tout ceci dans l'objectif de préparer les élections de 2023. Parce que pour lui, il n'y avait rien à faire. 2023, c'est Vital Kamerhe, au regard des accords signés à Nairobi, qui serait candidat président de la République. Et il s'est précipité. D'abord, psychologiquement, il a l'impression que c'est lui qui fait les ponts entre deux alliés aux antipodes. S'il peut aujourd'hui vivre calmement, garder son empire financier, c'est grâce à moi. Si l'autre est président de la République, c'est aussi grâce à moi. Et je mets les deux ensemble. Vital se met dans la peau des faiseurs de rois. Ceci étant, il profite de son expérience administrative et de son expérience dans la gestion des affaires de l'État comme directeur de cabinet, aux côtés d'un président de la République qui n'avait pas eu la chance de gérer. Évidemment, le combat de son père ne pouvait pas le lui permettre. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, était dans l'obligation à un moment donné de sortir ses enfants pour son combat. Je m'incline devant le combat de cet homme. Vital savait qu'en acceptant le poste de directeur de cabinet,
il serait pratiquement un président bis. Parce que c'est lui qui a la maîtrise du rouage étatique. Toutes ces choses ont fait que monsieur le directeur de cabinet, en réalité, n'était pas directeur de cabinet. Il pensait être au-delà d'un simple directeur de cabinet. Et il s'est précipité d'amasser, non seulement pour se refaire une santé financière, mais aussi et surtout en perspective des élections de 2023, parce qu'on est en Afrique, la politique ne s'est fait qu'avec l'argent. Voilà qui justifie le comportement de M. Kamere. Un comportement glouton qui l'amène à outrepasser ses prérogatives. Et aujourd'hui, M. Kamere se retrouve en prison. J'ai salué aussi le président de la République. Beaucoup de Congolais ont salué ce qui est arrivé. Mais tout de suite après, beaucoup ont mis des bémols. Nous disons merci à la justice d'avoir enquêté. Merci à la justice d'avoir arrêté Vital Kamerhe. Merci à la justice d'avoir établi sa culpabilité. Mais cette justice qui commence petit à petit à redorer ses blasons doit aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, avec l'arrestation de Kamerhe, on m'a même dit que le directeur de la maison civile du président de la République a aussi été arrêté. Mais c'est bien. Mais il y a un brin qui commence à ressembler à quelque chose de dubitatif auprès des Congolais. On a l'impression que ce sont les faibles qui sont aux côtés du président de la République qui sont arrêtés. Kamerhe ne l'était pas forcément, mais dans leur accord, Kamerhe paraît comme un homme faible. Pour redorer son image, monsieur le président de la République, pour donner de nouveaux signaux et démontrer l'indépendance de la justice, il faut absolument que la justice ouvre aussi des dossiers. Vital est arrêté, condamné à 20 ans pour 48 millions de dollars américains. Mais où sont partis les 200 millions de dollars américains qu'on imputerait à M. Albert Yuma? C'est là aussi qu'il faut aller fouiller. Si la justice veut nous démontrer son indépendance et sa volonté de pouvoir arrêter les détournements, mais dans un passé très récent ici, n'arrêtez pas les postes de Félix Antoine Tshisekedi seulement. Ne donnez pas l'impression que le coupable sont seulement chez Cash. On nous a dit ici qu'un dossier avait été ouvert devant le parquet contre M. Albert Yuma. Où en sommes-nous, monsieur? Depuis que Chadari a menacé la République en disant si vous touchez à Yuma, on va paralyser la République. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'affaire Yuma. Je rappelle ici que l'affaire de Yuma, c'est 200 millions de dollars américains, le gars. Merci, monsieur le juge. Merci, monsieur le magistrat, pour avoir condamné Kamerhe. Oui, pour avoir établi sa culpabilité. Mais qu'est-ce que vous avez fait des 200 millions de la Gécamine? J'ai vu un ami à moi, je vais retrouver d'ailleurs, je suis là, qui m'a envoyé quelque chose, les plaintes et enquêtes que le peuple attend impatiemment. Où en sommes-nous avec la plainte que Gekoko Mulumba et les autres ont déposée contre Kalev Mutonde? Là aussi, c'est de la justice. Ne nous donnez pas l'impression que les bandits, que les malfrats, que les hors-la-loi sont seulement chez Cash. Ne nous donnez pas l'impression que, comme le président a dit, je ne suis pas là pour fouiller dans le passé, c'est que je condamne d'ailleurs. En disant ça, le président a donné une caution morale d'impunité au régime des tristes mémoires de Joseph Kabila. On sait ici qu'il y a des plaintes contre M. Kalev, décriées par Akaj, qui a pondu plusieurs communiqués démontrant des violations graves des droits de l'homme dans les chefs de cet homme-là. Vous avez arrêté Kamerhe, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait de Kalev? Là aussi, c'est la justice. Ce n'est pas tout. L'affaire des Gopas. Le président lui-même nous a dit ici, au sortir d'un conseil des ministres, que le ministre de la Justice était instruit de mener les enquêtes pour tirer au clair les choses qui se passent à la RVA avec le Gopas et tout.
Mais quelques semaines après, je l'ai dit dans une des émissions ici, le même président de la République a nommé le même monsieur Bilengue Abdallah comme directeur général. Où part l'argent des beaux passes, monsieur le magistrat? Bravo à notre justice. J'ai entendu quelqu'un dire, on ne va pas installer la République des juges. Oui, le Congolais veut la République des juges. Peut-être qu'elle sera mieux que la République des politiques. Parce que vous avez détruit ce pays. Où est la plainte de... Quelle suite vous donnez par exemple à la plainte de Moukouna? Bon, là, ce n'était pas une plainte. Moukouna avait plutôt fait une dénonciation. Les enquêtes sur les anciens dignitaires au FPI. Mais vous avez vu une liste ici. Où les barbouzes de la Kabylie, les jeunes de l'ancien régime, se sont endettés au FPI. Et aujourd'hui, ils n'ont pas payé. Là aussi, il faut tirer les choses au clair. Je voudrais appeler ici le président de la République, et même pas le président, la justice, à faire son travail. Ne nous donnez pas l'impression que de l'autre côté, il n'y a que des saints. Moukangalonzo, les amis, Augustin Matata Pogno et Kabila sont allés inaugurer un éléphant blanc qu'on appelle Moukangalonzo. Aujourd'hui, quel est ce Congolais qui a vu un seul grain de maïs de Moukangalonzo dans son assiette? Augustin Matata Pogno a pris comme ça plus de 200 millions l'affaire Moukangalonzo. Moukangalonzo, c'est plus de 200 millions de dollars. Vous arrêtez Kamere, oui, c'est bien. Vous condamnez Kamere, oui. Kamere, c'est 48 millions. Matata Pogno et Moukangalonzo, c'est plus de 200 millions, monsieur de la justice, monsieur le président de la République. Vous allez nous dire que le président a dit qu'il ne va pas fuir dans le passé. Ça, sincèrement, c'est une caution morale. L'hôpital du cinquantenaire ici qui nous a coûté plus de 100 millions de dollars américains. Le contrat chinois où la République a été spoliée. Lui, Kamere, le même Kamere, j'étais là lors d'un séminaire organisé par l'UNC, j'étais parmi les intervenants extérieurs. Il nous a démontré que le Congo recevait 9 milliards ou 4 milliards ou 9 milliards de dollars américains, mais on bradait nos richesses à 90 milliards de dollars. On bravait nos richesses à plus de 90 milliards. La justice doit aussi faire son travail. Et c'est d'ailleurs dans ces cadres-là que moi je mets l'initiative que je vais appeler, je trouverai le mot, de Obemina Kunjalanjoko. J'ai l'impression que la Kabylie a commencé à avoir peur. Ils se sont dit, si aujourd'hui Vital Kamerhe, proche du président, directeur de cabinet est allé être condamné, peut-être que le manivelle va venir jusque vers chez nous. Et Minakou, en courant, il est allé, en se précipitant, déposer un projet de loi pour réformer la justice, les amis. Un projet de loi que beaucoup de spécialistes en justice qualifient de suicidaire et de recul pour notre justice. Minakou voudrait qu'aujourd'hui, dans leur travail d'actionner l'action publique, les magistrats puissent obtenir l'aval du ministre de la Justice. Je suppose qu'il a peur, ils se sont dit, attention, maintenant que Kamere est copé de 20 ans, attention, demain on va Yuma, et peut-être qu'après demain ça sera Augustin Matata Pogno, et qui sait, peut-être que ça va arriver jusqu'à l'autorité morale. Il faut s'organiser pour mettre les barrières et empêcher à la justice de faire son travail. Comme ils ont une majorité mécanique des personnes qui sont là par la volonté de Corneille Nangaa et de Norbert Bassengezi et non pas par la volonté du peuple, ils veulent passer une loi comme ça pour se protéger. Comme ils ont le ministère de la Justice, ils savent qu'à chaque fois qu'une action sera enclenchée par un procureur, ils peuvent donner l'ordre à leur ministre de la Justice de bloquer les choses. Il faut que les Congolais se lèvent pour barrer la route à cette initiative de Minakou, à cette réforme
soi-disant réforme de la justice. C'est une autre stratégie de la Kabylie pour se protéger et pour se mettre à l'abri. Si une telle initiative passait dans cette Assemblée nationale, ça confirmerait tout simplement mes craintes en me disant cette justice risque de s'apparenter à une justice des faibles, contre les faibles. Parce que les forts qui ont jeté des millions de l'argent à Bukangalonzo, les forts qui nous ont pris des millions avec les passerelles ici, les forts qui ont pris de l'argent à la Gécamine, eux sont épargnés de la justice. Quand vous osez, l'homme de coup sur coup, c'est lui qui a dit ici, Moutafinyo Mamanae, répond Mamanae, il va venir menacer la République en disant si vous osez, nous allons paralyser le pays. Trois choses pour terminer ces décrits infos. La première des choses, j'ai expliqué le comportement de M. Kamere qui, à mon point de vue, l'amène aujourd'hui vers sa chute. J'estime que M. Kamere pensait être au-delà. Évidemment, peut-être que les cartes sur terrain lui donnaient raison. J'ai dit également bravo à la justice. Mais j'attends que cette justice-là aille voir aussi ailleurs. Il y a des dossiers beaucoup plus sales que le dossier de Kamere. Vital est condamné pour 48 millions de dollars américains. Nous attendons voir clair sur le 200 millions de dollars à la Gécamine. Nous attendons voir clair sur plus de 200 millions de Bukangalonzo. L'affaire Gopas, il y en a beaucoup. L'affaire hôpital du cinquantenaire. Tu vas rater sur l'État, tu vas les Arabes indiens. Les Arabes l'hôpital ou un cinquantenaire. On ne connaît plus rien. Mais la justice doit aller voir aussi là-bas. Et enfin, j'ai décrié ici cette manœuvre tendant à vouloir faire reculer la justice, contenue dans l'initiative du projet de loi de M. Omen Inakunja Lanjoko, qui tient à mettre en place une sorte de tutelle dans l'action publique que le magistrat ou les procureurs peuvent mener. Il faut, d'une certaine manière, avoir l'aval du ministre de la Justice. On veut tout simplement créer une barrière au cas où un homme de la Kabylie était inquiété. Il faut faire attention, il faut demander l'aval de la justice, un aval qui ne viendra pas. Et puis je lance un appel pathétique pour que tous les Congolais épris de paix et qui aiment ce pays se mettent debout au fait de bloquer la route à Obem Inakunja Lanjoku dans son projet de loi pour la réforme de la justice en RDC. Madame, Monsieur, je suis heureux de vous avoir retrouvé dans ce nouveau cadre pour ce nouveau numéro de Décrit Info. Je serai également heureux de vous retrouver lors du prochain numéro. Entre-temps, portez-vous bien et prenez très bien soin de vous, car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.